Un millionnaire pleurait sa femme jusqu'à ce que deux jumelles entrent dans son bureau, tenant un papier qui allait le. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'ascenseur montait en silence vers le 52e étage tandis que Marcus Wellington vérifiait sa montre, 5h30 précise. 2 ans de cette même routine, à arriver avant l'aube et à repartir après minuit, remplissant chaque instant de travail pour échapper au silence écrasant du deuil. À 38 ans, Marcus avait fait de Wellington Industries un empire industriel, mais le succès lui semblait désormais vide de sens. Le bureau aux murs lambrissés d'acajou, qui autrefois résonnait des rires de Sophia lors de ses visites surprises, ressemblait maintenant à un mausolée. Ses revues d'oncologie étaient toujours sur l'étagère du coin, prenant la poussière comme son cœur. « Bonjour, monsieur Wellington », la voix de Margaret était empreinte d'une inquiétude bienveillante. Son assistante depuis 10 ans l'avait vue se transformer. L'homme qui se souvenait des anniversaires de ses employés était devenu celui qui avait licencié la moitié du personnel après les funérailles de Sophia. Elle posa les rapports du matin sur son bureau avec une efficacité rodée. Marcus parcourait les propositions avec une précision mécanique. Le centre médical communautaire que Sophia avait fondé, il avait déjà signé les documents préliminaires pour le vendre. Le sentimentalisme ne génère pas de dividendes, marmonna-t-il, des mots qui auraient horrifié sa défunte épouse. Les employés de l'immeuble lui avaient donné un surnom secret, le fantôme de Wellington. Il hantait les couloirs, présent sans vraiment être là, projetant des ombres au lieu de la lumière. Pendant le briefing du matin, Margaret hésita avant de poser une enveloppe à côté de son café. « Ceci est arrivé hier, monsieur. » Remis en main propre. La femme a dit qu'elle connaissait Madame Wellington. Les doigts de Marcus se figèrent au-dessus du papier couleur crème. Son nom était écrit d'une écriture soignée, une écriture féminine qui remua quelque chose au plus profond de lui. Ce n'était pas l'écriture de Sophia, mais celle de quelqu'un qui avait pris la peine d'écrire à la main. Il glissa la lettre dans sa veste sans l'ouvrir, son attention retournant aux chiffres froids des rapports trimestriels. Mais pour la première fois en 2 ans, autre chose que les marges bénéficiaires occupait un coin de son esprit. La lettre était chaude contre sa poitrine, comme un battement de cœur qu'il avait oublié comment entendre. L'horloge du bureau sonna minuit lorsque Marcus s'autorisa enfin à respirer. Seul dans la faible lueur de sa lampe de bureau, il sortit la lettre avec des doigts tremblants. L'enveloppe semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, chargée de possibilités et de craintes. « Cher Marcus », commençait-elle. « Je sais que nous n'avons pas parlé depuis les funérailles de Sophia. Je suis Patricia Chen, infirmière en chef en oncologie. Sophia m'a fait promettre quelque chose avant de mourir, de veiller sur une famille spéciale si jamais elle avait besoin d'aide. Ce moment est arrivé. » La gorge de Marcus se serra. Patricia, il se souvenait d'elle maintenant. Cette femme stable et compatissante qui avait tenu la main de Sophia durant ces derniers jours terribles, qui avait réussi à faire de l'hôpital un lieu moins synonyme de faim. Claire Morrison, l'une de nos infirmières, a reçu le même diagnostic que Sophia. Cancer du pancréas, stade 3. Elle a des filles jumelles, Harper et Hazel, âgées de seulement 6 ans. Claire ne sait pas que je vous écris, elle est trop fière pour demander de l'aide. La lettre tremblait dans les mains de Marcus alors que les souvenirs affluaient. Les rêves d'adoption de Sophia, sa voix douce disant « Un jour, nous donnerons à des enfants chanceux tout l'amour que nous avons en réserve. » Les filles demandent pourquoi l'ange maman, c'est comme ça qu'elles appellent Sophia, ne peut pas sauver leur mère aussi. Elles ont fait des dessins d'elle avec des ailes, veillant sur les mamans malades. Je ne demande pas d'argent, Marcus. Je demande une conversation. Sophia disait toujours que vous aviez un cœur d'or sous cette armure d'homme d'affaires. Marcus lut les dernières lignes 3 fois. Si vous voulez honorer sa mémoire d'une manière qui compte, appelez-moi. Certaines promesses transcendent la mort. Pour la première fois en 2 ans, Marcus sentit la glace autour de son cœur se fissurer. Il attrapa son téléphone, puis s'arrêta. Était-il prêt à ressentir à nouveau, à risquer la possibilité d'une autre perte? Dehors, par sa fenêtre, la ville dormait paisiblement, ignorant que dans une chambre d'hôpital stérile de l'autre côté de la ville, 2 petites filles chuchotaient probablement des prières à un ange nommé Sophia. Que décidera Marcus? Un homme brisé peut-il trouver le courage d'ouvrir son cœur à une famille dans le besoin? 3 jours plus tard, Marcus se retrouva à marcher dans le service de pédiatrie de l'hôpital Saint-Maries, le cœur battant à tout rompre. Patricia avait organisé ce qu'elle appelait une rencontre informelle. Rien de forcé, juste une chance de rencontrer la famille qui, sans le savoir, faisait partie de la dernière promesse de Sophia.
Claire travaille à temps partiel tout en gérant ses traitements, expliqua Patricia alors qu'ils approchaient de l'aire de jeu pour enfants. Elle est incroyablement forte, mais les filles ne savent pas à quel point la situation est grave. Marcus les vit avant même les présentations. 2 fillettes blondes identiques, peut-être 6 ans, construisant une tour élaborée avec des blocs colorés. Leur mère était assise à proximité, mince mais alerte, la tête enveloppée dans un foulard jaune vif. « Claire, j'aimerais vous présenter Marcus Wellington », dit Patricia avec aisance. C'était le mari de Sophia. « Marcus, voici Claire Morrison et ses filles. » Au moment où Patricia mentionna le nom de Sophia, les 2 filles levèrent des yeux d'un bleu surprenant. « Vous connaissiez notre ange maman ?» demanda directement Harper, la jumelle la plus affirmée. Marcus s'agenouilla à leur niveau, ne sachant comment répondre. « Ange maman ?» Claire sourit doucement. « Je leur ai parlé d'une infirmière spéciale qui est devenue un ange pour veiller sur les autres mamans au paradis. Sophia elle était extraordinaire avec les enfants ici. » Hazel, plus timide que sa sœur, tira sur la manche de Marcus. « Regardez ce qu'on a dessiné pour elle. » Elle sortit un dessin au crayon, 3 bonshommes allumettes sous un ange flottant avec des cheveux jaunes et des ailes. « C'est moi, Harper et maman, » chuchota Hazel. « On a demandé à Ange Sophia de bien prendre soin de notre maman, comme elle a pris soin des autres. » Quelque chose de fondamental bascula dans la poitrine de Marcus, un glacier qui se fissure après un long hiver brutal. Ses enfants avaient transformé la mort de sa femme en quelque chose de beau, d'optimiste. « Elle adorerait ce dessin, » réussit-il à dire, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Voudriez-vous dîner avec nous ce week-end » demanda soudainement Claire. Les filles n'arrêtent pas de poser des questions sur la famille de Sophia. Pour la première fois depuis les funérailles, Marcus dit oui à quelque chose qui comptait. Cette simple invitation à dîner deviendra-t-elle la clé pour guérir le cœur brisé de Marcus ? Le samedi soir, Marcus se tenait devant un modeste immeuble, un bouquet de marguerites à la main, les fleurs préférées de Sophia. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il frappa à la porte 4B. « Tonton Marcus !» s'exclamèrent en chœur Harper et Hazel lorsque Claire ouvrit la porte, les 2 filles se jetant sur ses jambes dans un accueil enthousiaste qui le prit complètement au dépourvu. L'appartement était petit mais chaleureux, rempli de dessins d'enfants, de photos de famille et de l'odeur de spaghettis maison. Marcus réalisa qu'il avait oublié ce que l'on ressentait dans un vrai foyer, pas la perfection stérile de son pantouse, mais ce chaos vivant qui parlait d'amour et de rire. « Les filles, mettez la table pendant que je finis la sauce », ordonna Claire, et Marcus regarda avec étonnement les jumelles travailler ensemble avec une efficacité rodée, bavardant sur leur journée d'école. Pendant le dîner, Harper leva les yeux de ses spaghettis. « Tonton Marcus, elle était comment, Ange Sophia, quand elle était ici avec nous ?» La question le frappa comme un coup. Pendant 2 ans, il avait évité de prononcer le nom de Sophia à voix haute, mais quelque chose dans ses yeux bleus et sérieux rendit les mots plus faciles. « Elle était brillante », commença-t-il lentement. Elle voulait aider les enfants malades à guérir, et elle rêvait d'avoir des petites filles comme vous 2. « Pourquoi elle n'en a pas eu ?» demanda Hazel avec une franchise innocente. « Nous avons manqué de temps, » murmura Marcus. Plus tard, alors que les filles jouaient dans leur chambre, Claire servit le café et révéla quelque chose qui laissa Marcus sans voix. Sophia a laissé des notes de recherche, un protocole d'immunothérapie expérimentale pour le cancer du pancréas. Elle était si proche d'une percée quand ? Elle ne me l'a jamais dit, dit Marcus, stupéfait. Elle ne voulait pas vous donner de faux espoirs. Mais Marcus, si cette recherche pouvait être achevée, elle pourrait aider des familles comme la mienne. Le travail de Sophia pourrait sauver des vies qu'elle n'a jamais pu toucher. Pour la première fois en 2 ans, Marcus sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine qui n'était pas de la douleur. C'était une raison d'être. En rentrant chez lui, il réalisa que la mort de Sophia n'était peut-être pas vaine si son travail pouvait perdurer. Achever la recherche de Sophia pourrait-il être la clé pour guérir à la fois Marcus et cette famille en difficulté ? 3 semaines passèrent dans un tourbillon de visites l'après-midi qui devinrent le point culminant des journées de Marcus. Il se retrouva à quitter le bureau à des heures raisonnables, ce que Margaret nota avec une approbation surprise. « À vous de jouer, tonton Marcus », annonça Harper de l'autre côté de l'échiquier qu'il avait apporté de la maison, le même jeu où Sophia l'avait battu d'innombrables fois. La petite fille avait hérité de l'esprit stratégique de sa mère, pensant 3 coups à l'avance tout en enroulant distraitement ses cheveux blonds. Pendant ce temps, Hazel était allongée sur le tapis avec ses devoirs de mathématiques, Marcus lui expliquant patiemment les fractions à l'aide de parts de pizza dessinées sur du papier. «
Si on mange 2 parts sur 8, il en reste combien? Demanda-t-il, s'émerveillant de la naturalité de ce geste. Mais sous cette chaleur grandissante, une ombre planait. Claire perdait du poids, son énergie diminuait malgré son sourire déterminé. La chimiothérapie traditionnelle ne fonctionnait pas. Nous devons parler, dit Patricia lorsque Marcus arriva un jeudi soir pour trouver Claire endormie sur le canapé, épuisée par le traitement. Ils parlèrent à voix basse dans la cuisine pendant que les filles regardaient des dessins animés. Il existe un essai d'immunothérapie expérimentale basé sur les protocoles de recherche de Sophia, expliqua Patricia. Il montre des résultats prometteurs, mais il n'est pas couvert par l'assurance. Le coût est d'environ 800 000 $. Marcus n'hésita pas. Je couvrirai les frais. Claire n'acceptera pas la charité, l'avertit Patricia. Elle est trop fière. Lorsque Claire se réveilla, Marcus lui présenta sa proposition avec soin. Je veux financer l'achèvement de la recherche de Sophia. Vous seriez une patiente chercheuse, documentant le processus pour aider à affiner le traitement pour les familles futures. Ce n'est pas de la charité, c'est une collaboration scientifique. Claire étudia son visage un long moment. Sophia a toujours voulu que son travail sauve d'autres mères, dit-elle finalement. Si je peux aider à ce que cela se produise. Vous honoriez sa mémoire, l'assura Marcus. Dehors, la première neige de l'hiver commença à tomber, mais à l'intérieur du petit appartement, l'espoir fleurissait enfin à nouveau. Le travail inachevé de Sophia peut-il devenir le miracle dont cette famille a désespérément besoin? Marcus se tenait dans l'embrasure de la porte de la suite d'invités de son Penthouse, regardant les entrepreneurs installer des lits superposés et peindre des nuages au plafond. Pour la première fois en 2 ans, sa maison stérile allait résonner des rires d'enfants. Les filles resteront ici pendant vos semaines de traitement intensif, avait-il expliqué à Claire. C'est plus près de l'hôpital et elles auront leur propre espace. Quand Harper et Hazel virent leur chambre temporaire, elles poussèrent des cris de joie. C'est comme un château de princesse, s'exclama Hazel en tournant sous les étoiles peintes que Marcus avait insisté pour que le décorateur ajoute. En quelques jours, sa maison autrefois impeccable se transforma. Des dessins apparurent sur le réfrigérateur, des devoirs s'éparpillèrent sur la table de la salle à manger et de petites chaussures se trouvaient près de la porte d'entrée. Le silence qui l'avait hanté fut remplacé par le chaos magnifique de l'enfance. Des disputes sur les programmes de télévision, des demandes d'histoire pour s'endormir et la simple joie de quelqu'un demandant comment s'est passée ta journée chez Wellington Industries. Les changements ne passèrent pas inaperçus. Monsieur, vous êtes parti à 17h30 hier, observa Margaret, dissimulant à peine son sourire. Et vous avez posé des questions sur le match de football de mon petit-fils. Marcus avait réactivé le programme de bourse que Sophia défendait, approuvé la garderie sur site qu'il avait annulée après sa mort, et même souri pendant les réunions budgétaires. Les chefs de service chuchotaient sur la transformation remarquable de leur PDG. Pendant les séances de traitement de Claire, Marcus s'asseyait souvent à côté d'elle alors que l'immunothérapie expérimentale coulait dans sa perfusion. Sophia parlait constamment de vous, dit Claire un après-midi. Elle s'illuminait en décrivant vos projets de week-end, vos rêves de fonder une famille. J'ai oublié comment rêver, admit Marcus. Elle n'a jamais cessé de croire que tu retrouverais l'homme dont elle était tombée amoureuse, dit doucement Claire. Elle serait si fière de te voir avec mes filles. En rentrant chez lui ce soir-là, avec Harper et Hazel bavardant sur la banquette arrière à propos de leur journée d'école, Marcus réalisa quelque chose de profond. Il n'aidait pas seulement cette famille à survivre, il lui apprenait à vivre à nouveau. La salle du conseil semblait plus froide que d'habitude alors que Marcus faisait face à 12 visages sévères autour de la table en acajou. Richard Osborne, son ambitieux vice-président, avait convoqué cette réunion de stratégie urgente avec un timing soigneusement calculé. « Messieurs, mesdames », commença Osborne, sa voix douce comme de la soie. « Nous devons aborder des tendances préoccupantes dans les décisions récentes de notre PDG. » Marcus garda une expression neutre, mais sa mâchoire se crispa. Il savait que ce moment viendrait. Le financement de la recherche médicale a triplé en 6 mois, poursuivit Osborne, faisant glisser des papiers sur la table. Les bourses d'études ont repris sans l'approbation du conseil, et notre PDG a été fréquemment absent de réunions critiques. Patricia Steinberg, membre du conseil, se pencha en avant. Marcus, ces dépenses nécessitent une explication. Les actionnaires posent des questions. Ma femme avait donné la priorité à ces investissements avant sa mort, répondit Marcus d'un ton égal. Je ne fais qu'honorer des engagements qui n'auraient jamais dû être annulés.
Les décisions émotionnelles donnent rarement des résultats rentables, insista Hawthorne. L'orientation de l'entreprise est passée d'une croissance agressive au sentimentalisme. D'autres dirigeants échangèrent des regards. Marcus pouvait voir le doute s'insinuer sur leur visage, les chuchotements sur la stabilité de leur PDG, sa capacité à diriger objectivement. Sophia voyait un potentiel d'impact au-delà des profits immédiats, dit fermement Marcus. Ces investissements renforcent notre marque, améliorent la rétention des employés et nous positionnent comme des leaders de l'industrie en matière de responsabilité d'entreprise. Le silence tomba dans la pièce. Hawthorne sourit finement, l'expression d'un prédateur sentant la faiblesse. Bien sûr, nous respections tous Madame Wellington, dit Hawthorne avec soin. Mais le deuil peut obscurcir le jugement. Peut-être que le conseil devrait envisager une surveillance supplémentaire des décisions de la direction. Marcus sentit le sol se dérober sous ses pieds. En protégeant la vie privée de Claire et des filles, il s'était rendu vulnérable aux attaques. Il ne pouvait pas expliquer les vraies raisons de sa transformation sans exposer la famille qu'il en était venu à aimer. La réunion est ajournée, dit Marcus en se levant. Mes décisions sont maintenues. Mais en marchant vers son bureau, il réalisa que Hawthorne venait de tirer le premier coup d'une guerre qu'il n'avait pas vu venir. 6 mois après le début du traitement expérimental de Claire, Marcus était assis dans la salle d'attente du service d'oncologie, vérifiant nerveusement sa montre. Aujourd'hui révélerait si la recherche de Sophia fonctionnait vraiment. Les scanners montrent une amélioration remarquable, annonça le docteur Peterson, sa voix empreinte d'un optimisme prudent. Les tumeurs se sont stabilisées, certaines ont même rétréci. Claire, comment vous sentez-vous? Pour la première fois depuis le début du traitement, Claire sourit sincèrement. Forte. Vraiment forte. Marcus la regarda marcher d'un pas vers la voiture. Pas de nausée, pas d'épuisement, juste une mère impatiente de partager de bonnes nouvelles avec ses filles. Harper et Hazel, maintenant âgés de 7 ans, avaient grandi et gagné en confiance pendant leurs mois passés chez tonton Marcus. Maman n'a plus l'air malade, observa Hazel en entrant dans le Pantouse. C'est parce qu'elle va mieux, déclara Harper avec son autorité habituelle. On devrait faire une fête? En 1 heure, elles avaient transformé la salle à manger formelle de Marcus en un espace de célébration. Des serpentins pendaient des lustres, un gâteau acheté en magasin trônait sur de la porcelaine fine, et une musique pour enfants jouait sur des haut-parleurs qui diffusaient habituellement des conférences téléphoniques. En regardant Claire rire pendant que les filles exécutaient une danse improvisée, Marcus sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas seulement de la gratitude ou du soulagement, mais quelque chose de plus profond et de plus effrayant. Tonton Marcus, dit soudainement Harper, regardant entre lui et sa mère avec la franchise d'une fillette de 7 ans. Est-ce que tu vas épouser maman pour qu'on puisse être une vraie famille? La pièce devint silencieuse. Les joues de Claire rougirent, et Marcus sentit tous les murs protecteurs qu'il avait construits menacer de s'effondrer. J'apprends encore à avoir une famille, répondit-il honnêtement. Votre maman m'a appris que c'était possible. Le regard de Claire croisa le sien de l'autre côté de la pièce, et pour la première fois, aucun des deux ne détourna les yeux. Plus tard, après que les filles se furent endormies, ils se tinrent sur son balcon, surplombant les lumières de la ville. Merci, murmura Claire. Pas seulement pour le traitement, mais pour avoir redonné à mes filles leur joie de vivre. Quand Marcus l'embrassa, doucement et timidement, c'était comme rentrer à la maison. 3 semaines après leur premier baiser, Marcus arriva à Wellington Industries pour trouver une réunion d'urgence du conseil déjà en cours. Son estomac se noua en entrant dans la salle du conseil pour voir Richard Hawthorne trôner à la tête de la table, un épais dossier étalé devant lui. « Ah, Marcus, dit Hawthorne avec une fausse chaleur. Parfait timing. Je présentais quelques conclusions préoccupantes à nos collègues. 12 membres du conseil étaient assis dans un silence inconfortable alors que Hawthorne lançait son attaque. Mesdames et messieurs, j'ai documenté un schéma de comportement erratique qui menace notre devoir fiduciaire envers les actionnaires. Marcus prit son siège, luttant pour garder une expression calme alors que Hawthorne dévoilait des graphiques comme un procureur présentant des preuves. Dépenses non autorisées totalisant 2,3 millions de dollars en recherche médicale qui ne fournit aucun retour direct. Absence fréquente lors de négociations de fusion critique. Prise de décision émotionnelle qui privilégie le sentiment au profit. La voix de Hawthorne était empreinte d'une indignation vertueuse. J'ai parlé avec des chasseurs de tête qui confirment que les entreprises rivales remettent en question la capacité de Marcus à diriger objectivement.
Harrison Webb, membre du conseil, se racla la gorge, mal à l'aise. Marcus, ces allégations nécessitent une réponse. Les actionnaires sont nerveux. Marcus faisait face à un choix impossible. Il pouvait révéler la situation de Claire, expliquer comment sauver une famille avait restauré sa raison d'être et avait en fait amélioré ses capacités de leadership. Mais les exposer signifiait détruire leur vie privée, potentiellement faire de Claire et des filles des cibles de la guerre d'entreprise. Nos bénéfices trimestriels sont en hausse de 18%, dit fermement Marcus. La satisfaction des employés a atteint des niveaux records. Les investissements dans la recherche médicale ont généré une couverture médiatique positive d'une valeur de plusieurs millions en marketing. Mais qu'en est-il des absences, insista Sandra Chen, membre du conseil. Manquer la réunion avec Hartwell Industries nous a coûté un contrat potentiel de 12 millions de dollars. Marcus avait été à l'hôpital ce jour-là, tenant la main de Claire pendant une séance de traitement particulièrement difficile. « J'avais une urgence familiale », dit-il simplement. Hawthorne bondit sur l'occasion. « Urgence familiale ? Marcus, vous n'avez pas de famille proche. Votre comportement suggère une instabilité liée au deuil qui compromet votre jugement. » L'accusation flottait dans l'air comme du poison. Marcus sentait chaque instinct protecteur crier, mais révéler la vérité mettrait Claire et les filles dans la ligne de mire de Hawthorne. « Ma vie personnelle reste personnelle », dit Marcus, les dents serrées. « Jugez-moi sur les résultats, pas sur des spéculations. » Le vote fut plus serré qu'il ne l'avait prévu. C'est en faveur du maintien de la confiance, 5 soutenant la motion de Hawthorne pour une surveillance accrue. Marcus gagna, mais de justesse. Alors que la réunion se dispersait, Hawthorne s'approcha avec un sourire prédateur. « Ce n'est pas fini, Marcus. La prochaine fois, j'aurai plus d'alliés. » En marchant vers son bureau, Marcus sentit les murs se refermer sur lui. Puis son téléphone sonna. L'hôpital. Monsieur Wellington, Claire a développé une grave infection. Vous devez venir immédiatement. La bataille d'entreprise parut soudain insignifiante par rapport à la terreur qui lui serra le cœur. Roulant à toute vitesse, Marcus réalisa qu'il ferait n'importe quoi pour protéger sa nouvelle famille, même si cela lui coûtait tout le reste. Il trouva Claire inconsciente aux soins intensifs, des machines bipant autour de sa silhouette pâle. Harper et Hazel étaient assises dans la salle d'attente avec Patricia, les yeux écarquillés par la peur. L'infection attaque son système immunitaire affaibli, expliqua le médecin. Elle aura besoin d'une surveillance intensive pendant au moins 2 semaines. Marcus fit son choix. Il envoya un simple message à Margaret, gère toutes les réunions. Urgence familiale se poursuit indéfiniment. Pendant 14 jours épuisants, Marcus vécut entre l'hôpital et son Penthouse, s'occupant de petites filles terrifiées tout en combattant sa propre panique. Hawthorne faisait circuler des rumeurs sur son absence prolongée, gagnant de nouveaux partisans pour son coup d'État. Mais en regardant Claire se rétablir lentement, en voyant le soulagement de Harper et Hazel lorsque leur mère ouvrit enfin les yeux, Marcus sut qu'il avait fait le bon choix. Certaines choses comptaient plus que les empires industriels. Le réveil hurla à 6 heures du matin, tirant Marcus des 3 heures de sommeil qu'il avait réussi à obtenir sur le canapé de son Penthouse. 5e jour de l'hospitalisation de Claire, et il découvrait que s'occuper de jumelles de 7 ans était plus épuisant que de diriger une entreprise du Fortune 500. Tonton Marcus, la voix de Hazel venait de la cuisine, suivie du bruit de quelque chose qui s'écrase. Harper ne veut pas que je verse mes propres céréales. Parce que tu vas en mettre partout comme hier, répondit Harper, frustré, sa voix résonnant dans le couloir. Marcus se traîna vers le chaos, trouvant des chariots éparpillés sur son sol en marbre italien et les 2 filles se regardant avec des expressions obstinées identiques. C'était sa nouvelle réalité, arbitrer les négociations du petit déjeuner tout en essayant de se souvenir quelle jumelle avait besoin de son inhalateur et laquelle était allergique aux fraises. Harper, aide ta sœur à nettoyer. Hazel, la prochaine fois, demande de l'aide pour atteindre les céréales, dit-il, surpris de la naturalité avec laquelle le ton parental lui venait. Les préparer pour l'école s'avéra être un autre défi. Harper était une perfectionniste qui refaisait sa queue de cheval 4 fois jusqu'à ce qu'elle corresponde à ses normes exigeantes, tandis que Hazel était une rêveuse qui oubliait de mettre ses chaussures jusqu'à ce qu'il soit dans la voiture. « As-tu pensé à ton projet de science ?» demanda Marcus à Harper alors qu'il traversait le trafic matinal. « Oui, et mon autorisation pour la sortie scolaire, et mon livre de bibliothèque qui est dû aujourd'hui », énuméra Harper avec une précision militaire. Elle était bien la fille de Claire, organisée, responsable,
portant un poids au-delà de son âge. Tonton Marcus, regarde ce nuage. Hazel montra par la fenêtre une formation qui ressemblait vaguement à un lapin. Il saute à travers le ciel pour rendre visite aux autres nuages. Marcus jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à son expression émerveillée. Là où Harper cherchait le contrôle et la structure, Hazel trouvait de la magie dans les moments ordinaires. Deux facettes de la même pièce précieuse. Pendant les heures d'école, Marcus tentait de maintenir les opérations commerciales depuis les salles d'attente des hôpitaux et les cafés près de l'école primaire Pinrest. Margaret était devenue sa bouée de sauvetage, gérant les appels et les crises pendant qu'il naviguait dans ce nouveau monde étrange de réunions parents-professeurs et de ramassage à la sortie de l'école. Le conseil pose à nouveau des questions, l'avertit Margaret lors d'un de leurs appels précipités. Hawthorne programme des réunions individuelles avec les membres. Gère ce que tu peux, répondit Marcus, regardant par la fenêtre de l'hôpital les infirmières ajuster la perfusion de Claire. Tout le reste attend. La routine de l'après-midi s'avéra encore plus complexe. Harper avait un entraînement de football les mardis et jeudis, Hazel suivait des cours d'art le mercredi, et toutes deux avaient besoin d'aide pour des devoirs qui semblaient conçus pour dérouter les adultes. Je ne comprends pas ce problème de maths, se plaignit Harper un soir, effaçant sa feuille de travail pour la 3e fois. Sa tendance perfectionniste signifiait que tout ce qui n'était pas impeccable était inacceptable. Marcus s'assit à côté d'elle à sa table de salle à manger, désormais recouverte en permanence de papiers d'école et de fournitures d'art. Faisons-le étape par étape. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais je devrais déjà le savoir. Les yeux de Harper se remplirent de larmes de frustration. Maman m'aidait toujours, et maintenant elle est malade et tu ne veux probablement même pas t'occuper de devoirs stupides. L'explosion prit Marcus au dépourvu. Il prit la petite fille sur ses genoux, sentant son petit corps trembler de sanglots réprimés. « Harper, écoute-moi, dit-il doucement. Je veux t'aider avec tes devoirs. Je veux t'emmener à l'entraînement de foot. Je veux te tresser les cheveux, même si je suis nul à ça. Toi, ta sœur et ta maman, vous n'êtes pas des fardeaux. Vous êtes des cadeaux. » Pendant ce temps, Hazel présentait des défis différents. Elle avait tendance à s'égarer pendant les conversations, perdue dans des rêveries élaborées. Un après-midi, Marcus la trouva debout au milieu de sa chambre, entièrement habillée à l'exception des chaussettes, regardant par la fenêtre. « Hazel, nous devons partir pour le cours d'art dans 5 minutes. »« Tonton Marcus, tu penses que les oiseaux savent où est maman ?» demanda-t-elle avec une curiosité innocente. Peut-être qu'il pourrait lui dire qu'elle nous manque. Ces moments, le besoin désespéré de perfection de Harper et la douce évasion de Hazel dans le rêve, apprirent à Marcus plus sur l'amour que 38 ans de vie n'avaient réussi à le faire. Chaque fille avait besoin d'une réassurance différente, d'une patience différente, d'une compréhension différente. Les soirées à l'hôpital devinrent un temps sacré. Claire, bien que faible, regardait Marcus naviguer entre les histoires du soir et le brossage des dents avec une admiration croissante. « Tu es un naturel », murmura-t-elle un soir, après qu'il eut réussi à négocier un compromis sur le nombre d'animaux en peluche pouvant tenir sur une chaise d'hôpital pour la visite des filles. « Je suis terrifié chaque minute », admit Marcus. Harper a fait une crise à l'école parce que son professeur a changé les places. Hazel a oublié son déjeuner 3 fois cette semaine. « Je ne sais pas ce que je fais. » Claire attrapa sa main avec effort. « Mais tu continues d'être là. C'est ça qui compte. » La 8e nuit, alors que les filles dormaient enfin dans des chaises à côté du lit de Claire, elle serra la main de Marcus avec une force surprenante. « J'ai besoin que tu me promettes quelque chose, » dit-elle, sa voix portant l'urgence désespérée d'une mère. « Si l'infection ne répond pas, si le traitement échoue, si je ne m'en sors pas, promets-moi que tu ne les abandonneras pas. »« Claire, ne parle pas comme ça. Promets-le-moi, » insista-t-elle, des larmes coulant sur ses joues pâles. Elles ont déjà perdu leur père biologique. Il est parti quand les choses sont devenues difficiles. Je ne peux pas supporter l'idée qu'elle te perde aussi. Marcus regarda Harper et Hazel, dormant paisiblement malgré les chaises inconfortables, totalement convaincu que les adultes dans leur vie les garderaient en sécurité. Ce n'étaient pas seulement des enfants qui l'aidaient, c'étaient ces enfants, de toutes les manières qui comptaient. « Je te le promets, » dit-il sans hésitation. « Elles sont à moi maintenant, quoi qu'il arrive. Je ne les laisserai pas affronter le monde seul. » Les mots s'installèrent dans son cœur comme un vœu prononcé dans une église, contraignant et permanent. 2 jours plus tard, la fièvre de Claire tomba. L'infection commença à répondre aux antibiotiques et son système immunitaire commença à se reconstruire.
Mais Marcus réalisa que la promesse qu'il avait faite aurait été tenue indépendamment de sa guérison. Quelque part entre apprendre à tresser les cheveux et arbitrer des disputes de sœurs, il avait franchi une ligne invisible. Il n'était plus seulement le PDG de Marcus Wellington, il était tonton Marcus, l'homme qui savait que Harper avait besoin d'encouragement supplémentaire et que Hazel nécessitait une redirection patiente. En rentrant à la maison, avec Claire enfin sortie de l'hôpital et les filles bavardant avec enthousiasme sur la banquette arrière, Marcus comprit que sa vie avait été fondamentalement réorganisée. L'empire industriel comptait, mais pas plus que cela. Pas plus que d'être la présence stable que ses enfants méritaient. 1 an après avoir reçu la lettre qui a changé sa vie, Marcus se tenait sur le balcon de son Penthouse, regardant le camion de déménagement s'éloigner de l'immeuble d'en face. Claire et les filles étaient officiellement ses voisines maintenant, assez proches pour un soutien quotidien, assez loin pour maintenir l'indépendance sur laquelle Claire insistait. « C'est parfait », dit Claire en le rejoignant sur le balcon. Ses cheveux avaient repoussé en douces vagues et ses joues avaient une couleur saine qui avait été absente si longtemps. Le traitement expérimental fonctionnait au-delà de leurs espoirs les plus fous. « Maman, on peut voir l'appartement de tonton Marcus depuis notre nouvelle fenêtre ?» appela Harper de l'intérieur de l'appartement spacieux de 2 chambres de Claire que Marcus avait discrètement acheté et offert exactement à son loyer actuel. « Oui, ma chérie. Fais-lui un signe de ta chambre, » répondit Claire en souriant alors que les 2 filles apparaissaient à la fenêtre de l'autre côté de la petite cour, pressant leur nez contre la vitre. L'arrangement qu'ils avaient développé au fil des mois d'essais et d'ajustements était non conventionnel mais parfait pour leur famille recomposée. Les filles passaient un week-end sur 2 avec Marcus, les mercredis soirs pour l'aide aux devoirs, et des après-midi spontanés chaque fois que Claire avait des rendez-vous médicaux ou avait simplement besoin de repos. « Tonton Marcus !» La voix de Hazel traversa la cour. « Viens nous aider à ranger nos peluches. »« Dans 1 minute, » répondit-il, s'émerveillant de la naturalité de ce va-et-vient entre les foyers, de cette responsabilité partagée qui avait évolué organiquement plutôt qu'à travers des documents légaux ou des accords formels. Chez Wellington Industries, la transformation avait été tout aussi remarquable. Ce qui avait commencé comme le parcours personnel de Marcus vers la guérison avait révolutionné toute la culture d'entreprise. « Monsieur, les enquêtes de satisfaction des employés viennent d'arriver », annonça Margaret en entrant dans son bureau avec des graphiques qui auraient ravi n'importe quel service des ressources humaines. 94% de taux d'approbation. Le plus élevé de l'histoire de l'entreprise. Les changements avaient été progressifs mais complets. La garderie sur site desservait désormais 43 familles, avec une liste d'attente d'employés désireux de quitter d'autres entreprises. La politique de congé de paternité prolongé avait attiré les meilleurs talents de concurrents qui fonctionnaient encore selon des politiques familiales dépassées. « Et les bénéfices trimestriels ?» demanda Marcus, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. « En hausse de 26% par rapport à l'année dernière », dit Margaret avec une fierté à peine dissimulée. Les politiques favorables à la famille ne sont pas seulement bonnes pour le moral, elles attirent le type d'employés qui restent fidèles et travaillent plus dur. Marcus avait découvert quelque chose que les écoles de commerce enseignent rarement. Les entreprises qui traitent leurs employés comme des êtres humains à part entière, avec des vies complexes, surpassent souvent celles qui exigent une dévotion aveugle au profit. La révélation était venue lors d'une semaine particulièrement difficile, lorsque Susan Parker, sa directrice du marketing, s'était effondrée lors d'une réunion stratégique. Son fils adolescent avait été hospitalisé après un accident de voiture, mais elle avait eu peur de demander un congé pendant le lancement de leur plus grande campagne. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin », avait immédiatement dit Marcus. La famille passe en premier, toujours. Les répercussions avaient été extraordinaires. L'équipe de Suzanne avait fait des heures supplémentaires pour couvrir ses responsabilités, non pas parce qu'on le leur demandait, mais parce qu'ils savaient que le même soutien serait là pour eux lorsque la vie leur réserverait inévitablement ses propres crises. 6 mois plus tard, Wellington Industries était devenu l'employeur de choix pour les meilleurs talents en quête d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le taux de rétention s'était amélioré de 40%, et la réputation de l'entreprise pour ses valeurs progressistes avait ouvert des portes à des clients qui privilégiaient la responsabilité sociale des entreprises. Monsieur Wellington, la voix de sa secrétaire retentit via l'interphone. Le docteur Patricia Chen est là pour vous voir. Patricia entra avec une expression que Marcus avait appris à lire, l'excitation soigneusement contrôlée d'une professionnelle de la santé avec des nouvelles extraordinaires. « Je voulais vous le dire en personne », commença Patricia en s'installant dans le fauteuil en face de son bureau.
L'étude de cas de Claire a été acceptée pour publication dans le New England Journal of Medicine. Le protocole d'immunothérapie basé sur la recherche de Sophia montre des taux de réussite sans précédent. Marcus sentit son souffle se couper. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes face à un tournant potentiel pour le traitement du cancer du pancréas. La réponse de Claire a été si remarquable que 3 grands centres de cancérologie veulent commencer des essais cliniques immédiatement. Le sang-froid professionnel de Patricia se fissura légèrement, révélant une émotion sincère. Marcus, le travail de Sophia va sauver des milliers de vies. L'ironie ne lui échappa pas. Sophia était morte avant d'achever la recherche qui aurait pu la sauver, mais son travail empêcherait d'innombrables autres familles de vivre leur tragédie. Il y a plus, poursuivit Patricia. La société pharmaceutique qui gère les essais veut créer la fondation de recherche Sophia Wellington. Ils offrent un financement important pour la poursuite du développement. Marcus se renversa dans son fauteuil, submergé par la beauté circulaire de tout cela. La mort de sa femme l'avait conduit à la famille de Claire. Sauver Claire l'avait ramené à la recherche de Sophia. Achever le travail de Sophia sauverait d'autres familles comme la leur. Claire sera invitée à prendre la parole à la conférence internationale d'oncologie à Turin dans 6 mois, ajouta Patricia. Sa perspective en tant que professionnelle de la santé et patiente survivante est inestimable pour les futurs protocoles de traitement. Ce soir-là, Marcus partagea la nouvelle avec Claire et les filles lors d'un dîner dans leur restaurant familial préféré, un endroit italien décontracté où les serveurs savaient apporter des crayons supplémentaires pour les œuvres d'art de Hazel sur la nappe et ne se souciaient pas des questions détaillées de Harper sur les listes d'ingrédients. « Alors maman devient célèbre ?» demanda Harper en enroulant ses spaghettis avec une précision minutieuse. « Votre maman aide d'autres mamans malades à guérir ?» expliqua Marcus. Tout comme Ange Sophia l'a aidé. Hazel leva les yeux de son dessin, une joyeuse famille de 4 bonshommes allumettes sous un ange gardien aux ailes élaborées. Tu penses qu'Ange Sophia sait qu'elle aide encore les gens? Le regard de Marcus croisa celui de Claire de l'autre côté de la table, tous deux pensant la même chose. Que Sophia regarde ou non de quelque part au-delà, son héritage se renforçait chaque jour à travers les vies qu'elle continuait de toucher. Je pense qu'elle le sait, dit doucement Claire. Et je pense qu'elle est fière de nous tous pour avoir pris soin les uns des autres. En rentrant chez eux dans la douce soirée, Marcus portait une Hazel endormie tandis que Harper sautillait devant, montrant des formations de nuages intéressantes à sa mère. Cette famille étrange et merveilleuse qu'ils avaient construite ensemble semblait aussi solide et permanente que tout ce qu'il avait jamais créé dans le monde de l'entreprise. Le Penthouse qui avait autrefois ressemblé à un monument stérile à son succès résonnait maintenant des voix d'enfants et portait la chaleur des dîners de famille. De l'autre côté de la cour, les lumières brillaient aux fenêtres de Claire, et Marcus savait que demain apporterait un autre jour de la belle routine chaotique qu'ils avaient appris à naviguer ensemble. La recherche de Sophia avait redonné la vie à Claire. L'amour de Claire avait redonné son cœur à Marcus. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de la perte et de la guérison, ils avaient créé quelque chose qu'aucun des deux n'avait osé espérer, une famille née non pas de la biologie ou de documents légaux, mais du simple choix d'être là l'un pour l'autre, jour après jour. 18 mois après ce premier dîner dans le modeste appartement de Claire, Marcus pensait avoir surmonté le pire de la politique d'entreprise. Il avait tort. Richard Osborne était assis dans son bureau d'angle, examinant un épais dossier manille marqué « Enquête confidentielle, Monsieur Wellington ». Le détective privé qu'il avait engagé avait dépassé ses attentes, documentant chaque ramassage à l'école, chaque visite à l'hôpital, chaque moment intime qui prouvait que Marcus Wellington avait compromis son devoir fiduciaire envers les actionnaires. Implication romantique avec une bénéficiaire de fonds de l'entreprise, murmura Osborne pour lui-même, savourant les mots comme un bon vin. C'est mieux que ce que j'espérais. Les photographies étaient accablantes. Marcus embrassant Claire devant l'hôpital, les 3 au match de football de Harper, des dîners de famille qui semblaient suspicieusement domestiques. Les registres financiers montraient les 800 000 $ en coûts de traitement expérimental, plus les achats d'appartements, les frais de scolarité privée et des dizaines de dépenses plus modestes qui peignaient un tableau clair. Le téléphone de Osborne vibra. « Monsieur, la réunion d'urgence du conseil est confirmée pour demain à 9 h. »« Parfait », rapporta son assistant. « Et les contacts médias sont prêts à recevoir votre signal. » De l'autre côté de la ville, Marcus ignorait totalement la tempête qui approchait. Il était assis à sa table de cuisine, aidant Harper, 8 ans, avec son projet de science sur les énergies renouvelables, tandis que Hazel peignait des fleurs à l'aquarelle à proximité.
Tonton Marcus, ce schéma de panneau solaire est-il correct? Demanda Harper, sa nature perfectionniste exigeant une précision dans les moindres détails. Ça me semble parfait, dit Marcus, s'émerveillant de la naturalité avec laquelle le mot parfait venait pour décrire tout ce que ses filles créaient. Claire sortit de la chambre où elle avait pris un appel avec son nouvel éditeur. Le succès du protocole de traitement de Sophia avait conduit à des contrats de livres, des conférences et des opportunités de consultation qui la tenaient plus occupée que jamais. Bonne nouvelle, annonça TL. Johns Hopkins veut que je consulte sur leur nouveau programme de défense des patients. C'est exactement le genre de travail que Sophia aurait adoré. Marcus la tira sur ses genoux, ignorant le gloussement de Hazel devant leur affection. Elle serait fière de tout ce que tu as accompli. Nous avons accompli, corrigea Claire en lui embrassant la tempe. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. Le lendemain matin brisa leur paix comme un marteau de forgeron à travers du cristal. Marcus arriva à Wellington Industries pour trouver la salle du conseil déjà remplie de cadres au visage sombre et de deux hommes en costume coûteux qu'il ne reconnut pas que des avocats, clairement. Marcus, commença Hawthorne sans préambule. Veuillez vous asseoir. Nous avons des sujets sérieux à discuter. Le dossier que Hawthorne ouvrit contenait 18 mois de la vie privée de Marcus, exposés dans les moindres détails cliniques, photographies, registres financiers, factures médicales, documents d'inscription scolaire, tout ce qui prouvait que sa relation avec Claire Morrison n'était pas une charité occasionnelle mais une implication personnelle profonde. Mesdames et messieurs, s'adressa Hawthorne au conseil comme un procureur présentant son cas. Je présente des preuves du manquement systématique de notre PDG à son devoir fiduciaire. Harrison Webb, membre du conseil, se déplaça, mal à l'aise. Richard, cela semble excessif. 800 000 $ en traitement médical expérimental pour une femme avec qui Marcus a développé une relation amoureuse. Poursuivit Hawthorne sans relâche. Achat d'un appartement de 1,2 million de $ à des taux inférieurs au marché, frais de scolarité privée, primes d'assurance maladie, frais de subsistance, le tout financé par des ressources de l'entreprise sous le couvert d'investissement de recherche. Marcus sentit le sang quitter son visage. Chaque moment privé, chaque dîner de famille, chaque histoire du soir avait été cataloguée et utilisée comme une arme. Cela constitue un conflit d'intérêts évident, déclara Hawthorne. Notre PDG a utilisé les fonds de l'entreprise pour financer ses relations personnelles tout en mentant à ce conseil sur la nature de ses dépenses. La recherche médicale était légitime, dit Marcus, retrouvant sa voix. L'étude de cas de Claire a conduit à des traitements révolutionnaires. Qui ont commodément profité à votre petit ami, rétorqua Hawthorne. Combien d'autres patients auraient pu recevoir un traitement avec ces fonds? Combien d'actionnaires ont perdu des rendements parce que vous avez priorisé vos intérêts amoureux? Les avocats que Hawthorne avait amenés commencèrent à expliquer les ramifications légales, poursuite potentielle des actionnaires, enquête de la SEC, accusation criminelle pour détournement de fonds de l'entreprise. Les médias posent déjà des questions, avertit un avocat. Le Wall Street Journal a reçu une information anonyme sur des dépenses douteuses dans les dons caritatifs de Wellington Industries. En quelques heures, l'histoire explosa dans les médias financiers. La romance d'un PDG coûte des millions aux actionnaires, une liaison amoureuse menace un empire industriel. Le téléphone de Marcus sonnait constamment, les journalistes cherchant des commentaires sur le scandale de Wellington Industries. Ce soir-là, Marcus trouva Claire en larmes dans sa cuisine, tandis que Harper et Hazel faisaient leurs devoirs dans leur chambre, ignorant complètement que leur famille était attaquée. « J'ai vu les nouvelles », dit Claire sans le regarder. « Marcus, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. »« Ce n'est pas ta faute », dit fermement Marcus en s'agenouillant à côté de sa chaise. « Hawthorne a engagé des enquêteurs pour nous espionner. C'est lui qui a transformé des affaires privées en scandales publics. Mais c'est vrai, n'est-ce pas ? » La voix de Claire se brisa. « Tu as dépensé l'argent de l'entreprise pour mon traitement, pour notre appartement, pour l'école des filles. Peut-être que ce que nous avons ne vaut pas la peine de détruire tout ce que tu as construit. » Marcus serra ses mains plus fort. « Ne t'avise pas de te blâmer d'être tombé malade. Ne t'excuse pas de m'avoir laissé t'aider à te sauver la vie. »« Peut-être que je devrais partir, » murmura Claire. « Emmener les filles quelque part loin, jusqu'à ce que ça se calme. Te donner de l'espace pour réparer les dégâts. » Non. La voix de Marcus était empreinte d'une conviction absolue. « J'ai déjà perdu une famille. Je n'en perdrai pas une autre.
ni à cause de l'ambition de Hawthorne, ni des vautours des médias, ni de personne d'autre. Ton entreprise peut être reconstruite. L'argent peut être remplacé. Mais toi, Harper, Hazel, vous êtes irremplaçables. Marcus attira Claire dans ses bras, la sentant trembler de sanglots réprimés. Je me fiche si me battre pour nous me coûte tout le reste. Certaines choses comptent plus que les empires industriels. Dehors, des photographes avec des téléobjectifs capturaient des moments intimes à travers les fenêtres, alimentant la frénésie médiatique qui menaçait de consumer tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Au cours des semaines suivantes, la bataille s'intensifia. Hawthorne gagna le soutien des actionnaires conservateurs qui considéraient les actions de Marcus comme une prise de décision imprudente et émotionnelle. Les frais juridiques s'accumulèrent alors que Marcus engageait les meilleurs avocats en droit des sociétés que l'argent pouvait acheter. Monsieur Wellington, expliqua son avocat principal lors d'une session de stratégie. Si nous pouvons prouver que la recherche médicale a généré une valeur scientifique légitime, nous pourrions minimiser les accusations de conflit d'intérêts. Mais l'apparence d'irrégularité est significative. Marcus regarda par la fenêtre de son bureau la ville où il avait construit son empire, le regardant maintenant s'effondrer sous le poids d'aimer quelqu'un plus que les bilans comptables. « Je veux être clair sur quelque chose », dit-il à son équipe juridique. « Je ne réglerai aucun cas qui m'oblige à mettre fin à ma relation avec Claire Morrison ou à prendre mes distances avec ses filles. Quoi que Hawthorne veuille, quoi que les actionnaires exigent, ce n'est pas négociable. » Ses avocats échangèrent des regards. Ils avaient vu des cadres sacrifier des familles pour sauver des entreprises d'innombrables fois, mais Marcus Wellington semblait prêt à faire le contraire. « Monsieur », l'avertit doucement son avocat principal. « Cette position pourrait vous coûter le contrôle de votre propre entreprise. » Marcus pensa au visage excité de Harper quand elle lui avait montré son projet de science, à la voix endormie de Hazel demandant des histoires du soir, aux larmes de gratitude de Claire lorsque les médecins avaient confirmé que son cancer était en rémission. « Alors c'est un prix que je suis prêt à payer, » dit-il calmement. L'atmosphère de salle de guerre dans le bureau de Marcus était suffocante alors que son équipe juridique étalait des documents sur toutes les surfaces disponibles. 3 mois de guerre d'entreprise avaient laissé des traces. Marcus avait l'air épuisé, Claire avait perdu du poids à cause du stress, et même Harper et Hazel sentaient la tension qui les suivait partout. « Monsieur Wellington », dit son avocat principal d'un air sombre. « Hawthorne a programmé le vote final des actionnaires pour vendredi prochain. À moins que nous ne trouvions quelque chose pour discréditer ces accusations, vous perdrez probablement le contrôle de votre propre entreprise. » Marcus acquiesça, las. Le cirque médiatique s'était intensifié plutôt que de s'apaiser, les journalistes financiers disséquant chaque aspect de sa relation avec Claire. Le cours des actions fluctuait sauvagement alors que les investisseurs s'inquiétaient de l'instabilité de la direction. « Monsieur », Margaret frappa timidement à la porte. « Il y a quelque chose que vous devez voir immédiatement. » Elle lui tendit une enveloppe scellée marquée « Urge », comité d'audit du conseil de Wellington. Le cœur de Marcus se serra, s'attendant à une autre attaque juridique du camp de Hawthorne. Au lieu de cela, il trouva quelque chose d'extraordinaire. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Claire, remarquant le changement soudain dans l'expression de Marcus. « Le comité d'audit a trouvé des anomalies, » dit Marcus lentement, sa voix se renforçant à chaque mot. « Pas dans mes dépenses. Dans celles de Hawthorne. » Les documents révélaient un schéma dévastateur. Depuis plus de 3 ans, Richard Hawthorne détournait systématiquement des fonds de la fondation caritative de Wellington Industries vers son portefeuille d'investissement personnel. Les montants étaient stupéfiants, près de 2,3 millions de dollars au total, dépassant de loin tout ce que Marcus avait dépensé pour le traitement de Claire. Hawthorne a créé des sociétés écrans, expliqua l'avocat de Marcus, parcourant les conclusions de l'audit avec une excitation croissante. De fausses œuvres de charité qui canalisaient l'argent vers des projets immobiliers et des achats d'actions à haut risque. Le conseil a commandé cet audit lui-même lorsque les actionnaires ont exigé une transparence financière totale. Marcus sentit une vague de satisfaction vengeresse, mais elle fut rapidement remplacée par quelque chose de plus puissant, la prise de conscience que sa famille était enfin à l'abri des attaques. « Il y a plus », dit Margaret, produisant des documents supplémentaires. Les enquêteurs ont découvert que Hawthorne avait engagé le détective privé en utilisant les fonds de l'entreprise, pas son argent personnel. Il a littéralement utilisé les ressources de l'entreprise pour vous espionner et monter son dossier. En quelques heures, l'histoire explosa dans les mêmes médias qui avaient vilipendé Marcus des semaines plus tôt.
Le VP de Wellington détourne des millions tout en attaquant la charité de son PDG, le lanceur d'alerte d'entreprise démasqué comme un fraudeur. La réunion d'urgence du conseil ce vendredi-là ressembla à un renversement complet de situation. Hawthorne était assis, pâle et silencieux, alors que les enquêteurs fédéraux examinaient les preuves de son système de détournement de fonds. Les mêmes membres du conseil qui avaient remis en question le jugement de Marcus avaient maintenant honte de leurs doutes. Richard Hawthorne est par la présente licencié pour faute grave et fera face à des poursuites pénales, annonça le président du conseil, Harrison Webb. De plus, ce conseil accorde sa pleine confiance au leadership de Marcus Wellington et s'excuse pour l'examen injustifié de sa vie personnelle. Marcus accepta leurs excuses avec grâce, mais en privé, il ne ressentit aucune satisfaction dans la chute de Hawthorne, seulement le soulagement que l'épreuve soit terminée. La justification fut encore plus douce lorsqu'elle fut suivie de nouvelles de l'hôpital. Claire Morrison, 18 mois après le diagnostic, annonça le Dr Peterson à la salle de conférence bondée où Marcus, Patricia Chen et Claire elle-même attendaient les résultats de son dernier dépistage complet. « Je suis heureux de vous annoncer une rémission complète, sans cellules cancéreuses détectables. » Les mots flottaient dans l'air comme un miracle. Rémission complète. Après 18 mois de traitement expérimental basé sur la recherche inachevée de Sophia, Claire était officiellement guérie du cancer. Le protocole d'immunothérapie a dépassé toutes les attentes, poursuivit le Dr Peterson. Le cas de Claire deviendra la norme de référence pour le traitement futur du cancer du pancréas. Nous estimons que cette percée pourrait sauver des milliers de vies par an. Claire éclata en sanglots, non pas les sanglots déchirants dont Marcus avait été témoin lors de ses moments les plus sombres, mais une joie pure, libérée après des mois d'espoir prudent. La recherche de Sophia a fonctionné, murmura-t-elle. Elle sauve encore des vies. Ce soir-là, ils se réunirent dans le penthouse de Marcus pour une célébration qui ressemblait à l'aboutissement de 2 ans de lutte et de croissance. Harper et Hazel, maintenant des fillettes matures de 8 ans qui avaient vécu plus de défis que la plupart des adultes, comprirent enfin ce que la terminologie médicale signifiait. Leur maman était complètement guérie. « Alors maman ne tombera plus malade ?» demanda Hazel avec sa franchise habituelle. « Les médecins disent que je suis guérie », confirma Claire, prenant les 2 filles sur ses genoux. « Et tonton Marcus continuera de faire partie de notre famille pour toujours, même si les gens sont méchants avec lui à la télé ?» demanda Harper, faisant référence à la couverture médiatique dont elles avaient été protégées mais qu'elles avaient en quelque sorte deviné. « Même dans ce cas, dit fermement Marcus. Rien ne me fera vous quitter, vous 3. Nous sommes une famille maintenant, quoi qu'en pensent les autres. » La victoire en entreprise semblait presque secondaire à ce moment-là. Regarder Claire rire sans l'ombre de la maladie, voir les filles jouer avec l'insouciance d'enfants qui se sentaient en sécurité dans leur monde, sachant que leur famille non conventionnelle avait survécu à toutes les épreuves. Plus tard, après que les filles se furent endormies dans la chambre d'amis qu'elles considéraient toujours comme leur deuxième maison, Marcus et Claire se tinrent sur le balcon, surplombant les lumières de la ville. « J'avais si peur que nous détruisent tout ce que tu avais construit, » admit Claire. « J'ai appris quelque chose pendant ce combat, » répondit Marcus en la serrant contre lui. « Protéger les gens que j'aime n'a pas affaibli mon leadership, il l'a renforcé. Les employés m'ont vu défendre mes valeurs sous pression. Le conseil a appris qu'il pouvait me faire confiance pour prendre des décisions difficiles basées sur des principes, pas seulement sur le profit. » Claire sourit, s'appuyant contre sa poitrine. Sophia serait stupéfaite de tout ce qui s'est passé. Sa recherche a sauvé ma vie, mais Témé t'a conduit à nous sauver tous. Marcus regarda par la fenêtre Harper et Hazel dormant paisiblement, leurs peluches éparpillées autour d'elle comme une forteresse de réconfort. Demain apporterait de nouveaux défis, diriger une entreprise, élever 2 filles brillantes, construire un mariage avec une femme qui lui avait appris que l'amour valait la peine de se battre. Mais ce soir, pour la première fois en plus de 2 ans, Marcus Wellington se sentait complètement en paix. Il avait perdu sa première famille à cause du destin, mais il avait choisi de se battre pour sa seconde famille contre tous les obstacles. La victoire était plus douce parce qu'elle avait été gagnée par le sacrifice, la détermination et la décision radicale de donner la priorité à l'amour par-dessus tout. 6 mois après la chute de Hawthorne, Marcus était assis à la table du dîner dans l'appartement de Claire, regardant Harper aider Hazel avec ses devoirs de mathématiques pendant que Claire préparait leur plat de pâtes préféré. La scène semblait si naturelle, si parfaitement ordinaire, qu'il en oublia presque à quel point leur voyage avait été extraordinaire. « Tonton Marcus », Harper leva les yeux de son livre avec sa franchise caractéristique. «
Pourquoi est-ce que toi et maman vous ne vous mariez pas? Tout le monde à l'école demande si tu es notre beau-père et je ne sais jamais quoi dire. Claire s'arrêta au milieu d'un geste, une cuillère suspendue au-dessus de la casserole. Marcus sentit son cœur faire un bond, non pas de nervosité, mais de la simplicité du moment qu'il planifiait depuis des semaines. C'est justement quelque chose dont je voulais vous parler, les filles, dit Marcus en sortant de sa poche de veste la petite boîte en velours qui attendait le bon moment. Harper, Hazel, aimeriez-vous que je sois votre papa officiel pour toujours? Les deux filles éclatèrent simultanément. Tu le es déjà. Hazel se jeta de sa chaise dans les bras de Marcus, tandis que Harper, toujours pratique, examinait la bague de fiançailles avec une curiosité scientifique. Elle est magnifique, déclara Harper avec autorité. Maman, tu dois dire oui. Les yeux de Claire se remplirent de larmes alors que Marcus s'agenouillait à côté de sa chaise, les filles l'encadrant comme de minuscules co-conspiratrices. Claire Morrison, veux-tu m'épouser et me laisser adopter officiellement ces incroyables filles qui sont les tiennes? Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, oui à tout. La cérémonie, 3 mois plus tard, fut tout ce qu'ils avaient voulu, intime, significative et centrée sur la famille plutôt que sur le spectacle. Patricia Chen fut la demoiselle d'honneur de Claire, rayonnant de fierté en regardant la famille qu'elle avait aidé à créer échanger ses vœux dans le jardin du Penthouse de Marcus. Je promets de vous aimer et de vous protéger toutes les trois, dit Marcus, sa voix stable malgré l'émotion qui menaçait de le submerger. D'être présent pour les matchs de foot et les expositions d'art, les devoirs de maths et les histoires du soir, les célébrations comme les défis. Harper et Hazel firent office de demoiselles d'honneur et de porteuses d'alliance, leur robe lavande assortie complétant la robe crème simple mais élégante de Claire. Lorsque le célébrant les déclara mari et femme, les filles applaudirent plus fort que quiconque. L'adoption légale de Harper et Hazel s'avéra plus complexe que le mariage, nécessitant des mois de paperasse, de vérification d'antécédents et de comparution au tribunal. Mais le jour où le marteau du juge la rendit officielle, Marcus comprit que la biologie n'avait aucune importance. C'étaient ses filles, de toutes les manières qui comptaient. Papa, dit Hazel expérimentalement en quittant le palais de justice, testant le mot comme une nouvelle saveur. Papa Marcus. J'aime bien, décida Harper avec une autorité caractéristique. Ça sonne juste. Leur recherche d'une maison familiale les mena à une charmante demeure coloniale dans le Connecticut, avec le jardin dont Claire avait toujours rêvé pour les filles. Le déménagement devint une aventure, Harper organisant les cartons avec une précision militaire tandis que Hazel nommait chaque pièce en fonction de sa personnalité. C'est la cuisine du bonheur, annonça-t-elle en tournant dans l'espace ensoleillé qui accueillerait d'innombrables petits déjeuners en famille. Et ça, c'est le salon de lecture douillet où papa aidera pour les devoirs. Wellington Industries était sorti plus fort du scandale, sa réputation renforcée par le leadership de principe de Marcus pendant la crise. L'entreprise devint un modèle de capitalisme conscient, attirant des investisseurs axés sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. L'Institut de recherche médicale Sophia Wellington a reçu sa plus grosse subvention à ce jour, annonça Margaret lors d'une réunion du conseil. 50 millions de dollars de la fondation Hartwell pour développer la recherche en immunothérapie. Claire était devenue la directrice de la défense des patients de l'Institut, utilisant sa perspective unique de professionnelle de la santé et de survivante du cancer pour combler le fossé entre la recherche et l'expérience humaine. Chaque protocole que nous développons sera testé non seulement pour son efficacité médicale, mais aussi pour son impact réel sur les familles, expliqua-t-elle à une conférence d'oncologues. Le succès du traitement ne se résume pas à la réduction des tumeurs, il s'agit de préserver la qualité de vie des patients et de leurs proches. En la regardant parler lors de conférences médicales, Marcus s'émerveillait de la façon dont la recherche de Sophia avait créé non seulement un remède, mais un héritage de soins compatissants qui bénéficierait à d'innombrables familles confrontées à des luttes similaires. 2 ans et demi après que la lettre de Patricia eut tout changé, Marcus se tenait devant la tombe de Sophia, tenant un bouquet de marguerites tandis que sa famille se rassemblait autour de la pierre tombale en marbre poli. La matinée d'octobre était fraîche et belle, peinte des couleurs dorées que Sophia avait toujours aimées. On a apporté des dessins pour te montrer, Ange Sophia, annonça Hazel, 9 ans, en plaçant soigneusement sa dernière œuvre d'art à côté des fleurs. Le dessin montrait une famille de 5 personnes où Marcus, Claire, Harper, Hazel et une petite silhouette étiquetée bébé Wellington, toutes debout sous des ailes d'ange protectrices. Claire, enceinte de 4 mois et resplendissante de santé, posa la main sur son ventre arrondi.
Nous voulions que tu saches pour ton nouveau petit enfant, dit-elle doucement à la pierre tombale. Le bébé que tu ne rencontreras jamais, mais que tu as en quelque sorte aidé à créer. Harper, toujours pratique, avait apporté son bulletin scolaire. J'ai eu que des A, Ange Sophia. Papa dit que tu serais fier de la façon dont je travaille dur à l'école. Marcus s'agenouilla près de la tombe, le cœur plein au lieu d'être vide pour la première fois depuis la mort de Sophia. J'ai tenu les promesses que j'avais rompues auparavant, murmura-t-il. J'ai honoré tes recherches, trouvé la famille dont nous rêvions, et appris à aimer à nouveau sans te laisser partir. L'Institut Sophia Wellington était passé d'une petite initiative de recherche à un centre de renommée internationale pour le traitement innovant du cancer. Plus de 300 familles avaient reçu une immunothérapie salvatrice basée sur les protocoles originaux de Sophia, avec des taux de réussite qui dépassaient toutes les prévisions médicales. Le docteur Chen dit que tes recherches ont créé un tout nouveau domaine de médecine personnalisée, ajouta Claire, s'adressant à la pierre tombale aussi naturellement que si Sophia pouvait entendre chaque mot. Des enfants qui auraient perdu leurs parents grandissent dans des familles complètes grâce au travail que tu as commencé. Marcus réfléchit au voyage qui les avait menés ici. Le veuf brisé qui était arrivé au cimetière 2 ans auparavant n'existait plus. À sa place se tenait un homme qui comprenait que l'amour se multipliait plutôt qu'il ne diminuait lorsqu'il était partagé, que honorer la mémoire de Sophia signifiait embrasser la vie plutôt que de s'en cacher. Harper veut devenir oncologue comme toi, continua Marcus. Elle dit qu'elle veut aider les familles à rester ensemble. Hazel prévoit d'être une artiste qui peint l'espoir pour les gens tristes. Les filles étaient devenues de remarquables jeunes femmes, chacune portant en avant différents aspects de la compassion qu'elles avaient apprises à travers les épreuves de leur famille. Harper canalisait son perfectionnisme dans l'excellence académique et le bénévolat à l'hôpital pour enfants. Hazel utilisait ses dons artistiques pour créer des objets de réconfort pour les patients pédiatriques. Le nouveau bébé grandira en connaissant Ange Sophia, promit Claire. La brillante médecin qui a sauvé la vie de maman et a réuni notre famille. En retournant à leur voiture, Marcus portait Hazel sur ses épaules tandis que Harper sautillait à côté de Claire, planifiant déjà les décorations pour la chambre du bébé. La visite au cimetière était devenue une tradition annuelle, non pas un pèlerinage de deuil, mais une célébration de la façon dont l'amour transcende la perte. Ce soir-là, blotti dans leur maison du Connecticut avec sa chaleur vécue et son chaos confortable, Marcus trouva Claire dans la chambre de bébé qu'il préparait. Elle était assise dans le rocking chair qu'il avait assemblé, pliant de minuscules vêtements tout en fredonnant doucement. « Des regrets ?» demanda-t-elle alors qu'il la rejoignait, s'installant par terre à côté du fauteuil. Marcus réfléchit sérieusement à la question. Il y a 3 ans, il possédait un empire industriel, des pantouses de luxe et une richesse illimitée. Maintenant, il avait une modeste maison familiale, 2 filles qui laissaient des jouets partout, une femme enceinte qui peignait des aquarelles pendant son temps libre, et une entreprise axée sur l'impact social plutôt que sur le profit maximum. Aucun, dit-il avec une certitude absolue. Sophia m'a mené à toi. Tu m'as ramené à la vie. Et ensemble, nous créons quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer seul. Le bébé donna un coup de pied assez fort pour que Marcus le sente à travers la chemise de Claire, et il pressa sa paume contre le mouvement avec émerveillement. Cet enfant grandirait entouré de l'amour qui les avait tous sauvés. Le pouvoir de guérison de choisir l'espoir plutôt que le désespoir, la connexion plutôt que l'isolement, un but plutôt que le simple succès. Dehors, le vent d'automne bruissait dans les arbres que Sophia ne verrait jamais, portant la promesse de saison qu'elle ne connaîtrait jamais. Mais son héritage vivait dans chaque dîner de famille qu'il partageait, chaque histoire du soir que Marcus racontait, chaque percée à l'institut médical qui portait son nom. Marcus Wellington avait appris la leçon la plus précieuse de sa vie. Le plus grand héritage qu'il pouvait laisser n'était pas l'argent ou les biens, mais la capacité d'aimer, qui se multipliait à travers les générations. La mort de Sophia l'avait presque détruit, mais elle l'avait aussi conduit à la famille qui acheva sa guérison. Alors que Claire s'endormait dans ses bras et que leur fille rêvait en toute sécurité dans le couloir, Marcus murmura un dernier merci à l'ange qui l'avait guidé.